Eh bien, c'était un immense plaisir de finir le cycle de conférences de l'Association des Amis du Laboratoire Arago, édition 2018, face à un amphithéâtre plein. Merci beaucoup. Concernant ce soir, nous accueillons Jean-François Giglione, qui est directeur de recherche au CNRS, qui est directeur adjoint de l'Observatoire océanologique de Banous. Certains d'entre vous le connaissent certainement déjà, car Jean-François Giglione est un écotoxicologue qui travaille sur l'écologie microbienne et sur la façon dont ces communautés de micro-organismes peuvent dégrader soit des composés toxiques, soit également les plastiques, qui est le sujet qui nous intéresse ce soir. Et Jean-François, alors, mis à part le fait qu'il est extrêmement impliqué dans ces problématiques, dans ses activités de recherche, puisqu'il est à l'origine d'un groupement de recherche qui regroupe plus de 250 personnes à l'échelle nationale, Jean-François est aussi extrêmement impliqué dans la diffusion de ces problématiques. C'est un sujet brûlant dont vous entendez parler dans les médias. Jean-François était avec nous lors du festival Visage Images Méditerranée pour aborder aussi la problématique des plastiques en mer. Jean-François sera également présent avec les enfants de Banous pour le partenariat que l'Association des Amis du Labo organise avec les petits élèves de primaire. Et donc, au-delà des conférences et des diffusions auprès de la radio et des médias écrits, eh bien, Jean-François, évidemment, a souhaité diffuser aussi cette problématique auprès de vous, et c'est pour ça qu'il est là ce soir. Bonsoir à tous, merci beaucoup d'être tous venus ce soir. Merci même au directeur du laboratoire qui est en bas d'être venu ce soir m'écouter. Malheureusement ce soir je vais commencer l'histoire par quelque chose d'assez déprimant. On va voir en fait à quel point les océans aujourd'hui sont pollués par les plastiques, et j'ai vraiment voulu axer la discussion qu'on va avoir derrière sur les solutions. Donc, pendant tout cet exposé, essayez de voir un petit peu ce qu'on peut réfléchir en fait comme termes de solution, parce que c'est toujours facile de se plaindre, de dire oh là là, la mer est polluée, la planète est polluée, etc. Ouais, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, l'objectif vraiment, c'est de vous amener vers ça, comment on peut inverser la donne. Alors, mon exposé il va se placer en 3 parties. Mon exposé va durer à peu près 35 minutes. Donc, ça nous laisse du temps après pour discuter ensemble. Le premier aspect, donc, ça va être l'état de la pollution, le côté un peu déprimant, les effets sur les écosystèmes. Ensuite, on va regarder quelque chose de particulier qui s'appelle la plastisphère, et on va s'orienter vers qu'est-ce que c'est un plastique biodégradable, et comment on peut vraiment caractériser un plastique biodégradable en mer. Et un troisième aspect sur quelles vont être les solutions. Alors, en tant qu'océanographe, j'ai la chance de me balader un peu dans le monde entier. Ça, c'est des photos qu'on a prises aux Philippines l'année dernière, c'était ça déjà il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ok. Donc vous voyez en fait la différence que vous avez entre cette plage-là et la plage de Banous. Les enfants en fait sont habitués à vivre là-dedans. Ça c'est un fleuve qui va directement dans la mer et qui est rempli de plastique. Donc il y a des zones dans le monde où les plastiques sont encore plus présents que ce qu'on peut voir chez nous. Alors tout de suite on peut se poser la question comment on est arrivé à des choses pareilles. La première chose à voir, c'est la concentration de plastique qu'on a. Alors, dans les années 60, on avait 15 millions de plastiques qui étaient produits par an. Donc, vous vous rendez compte que dans les années 50, il n'y avait quasiment pas de plastique. On est en 2014 ici, pour ce chiffre-là, on est à un peu plus de 300 millions de tonnes de plastique qui sont produits. Et ce qui est prévu dans les 20 prochaines années, c'est qu'on multiplie ça encore par 2. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'on va l'utiliser beaucoup, ce plastique. Notamment, il faut voir ici, dans ce camembert, vous voyez, ça représente à peu près 40% de la production mondiale. Tout ça, c'est fait pour l'emballage, juste pour l'emballage. On peut commencer à réfléchir aux solutions ensuite. D'accord ? Donc il y a déjà une grosse proportion qu'il va falloir voir différemment. Alors, pourquoi on a autant de plastique? Pourquoi on produit autant de plastique? On prend les choses qui sont dans une maison, on les sort, et puis on voit que on a demandé à cette famille-là de sortir tout ce qu'ils avaient en plastique dans leur maison. On peut demander à n'importe qui. Globalement, c'est à peu près pareil. Le plastique est rentré dans nos vies depuis les années 60, les années 50-60, et maintenant, il est bien entré. Pourquoi? Pourquoi? Parce que en fait, le plastique ne coûte pas cher. En fait, il vient du pétrole. Alors, vous avez entendu les gilets jaunes actuellement qui sont en train de dire « le pétrole coûte trop cher ». Oui, mais c'est l'énergie qui coûte la moins chère aujourd'hui. Et pour faire du plastique, pour faire des produits qui sont comme ça, qui peuvent être aussi peu chers, eh bien en fait, c'est la solution. Donc il ne faut pas jeter le plastique.
une des solutions dont on va parler ce soir, c'est pas de dire « Ah, il faut bannir le plastique », parce que le plastique est très utile, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le plastique. Il y en a partout, regardez sur vous, regardez ce que vous avez dans vos sacs, regardez cette salle, il y en a partout du plastique, on en a besoin. D'accord? Donc quelque part, il ne faut pas bannir le plastique complètement et on va voir comment on va faire ça. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ça correspond exactement à ce qu'on nous demande, c'est-à-dire consommer plus. On va arrêter le chômage, on consomme plus. D'accord? Donc c'est la grande idée il y a quelques décennies, on va dire. Il faut consommer et surconsommer. Et on surconsomme, du coup, il faut payer des choses qui ne sont pas chères. Donc tous ces petits trucs en plastique, là, ils coûtent pas cher. Du coup, en fait, on les considère jetables. Rappelez-vous, il y a quelques années, moi je me rappelle de ma grand-mère, elle n'avait pas trop de trucs de jetables. Les meubles étaient faits pour durer. Tout ce qu'on achetait, en fait, était fait pour durer. Aujourd'hui, on est dans l'univers du jetable. Et ça, ça pose le problème des déchets ensuite derrière. Alors pourquoi donc, on a une surconsommation de ce jetable? Et puis surtout, pourquoi ça arrive à la mer? Eh bien parce qu'on a une collecte insuffisante. Ce genre d'image-là, vous le voyez souvent. Ça arrive, des poubelles qui débordent. Tout ce qui déborde de la poubelle finira à la mer. On sait pertinemment en fait que 10% des plastiques qui sont produits, des 300 millions de tonnes, là, 10% ils arrivent à la mer. Comment ils arrivent à la mer? Qu'ils soient jetés en haut d'une montagne ou qu'ils soient jetés à Banous parce que la poubelle est tombée parce qu'il y avait trop de vent, ça arrive de la même manière. Pourquoi? Parce que le plastique a une durée de vie d'environ 100 à 400 ans. Donc entre le moment où il est jeté en haut d'une montagne, il a largement le temps de passer dans une rivière, d'arriver dans un fleuve et de finir à la mer. Donc c'est pour ça qu'on travaille beaucoup et qu'on a beaucoup de chiffres sur les déchets plastiques en mer, parce qu'ils finissent tous leur vie en mer. D'accord? C'est un peu le réceptacle final d'un peu tous les déchets. Il y en a qui restent sur la terre évidemment, mais il y a une grosse majorité qui arrive en mer. Et puis en fait, alors quand on se pose la question de ces déchets, on dit tout de suite, ouais mais quand on a des polluants en général, on dit ah c'est les méchants industriels qui polluent, etc. Là c'est un cas intéressant le plastique parce qu'en réalité, on considère qu'on sait entre 30 et 40% de ces déchets, ils viennent des consommateurs, de vous, de moi, qui laissons négligemment s'envoler un sac plastique. C'est assez romantique au départ, mais ça n'est pas à la fin. Vous allez voir qu'on va avoir des effets sur l'écosystème qui sont vraiment pas terribles derrière. Donc là, en fait, on a vraiment quelque chose à faire. Quelque part, ça nous concerne nous aussi. C'est pas seulement les méchants industriels qui polluent. Et c'est en ça que les plastiques touchent tout le monde. Et vous allez voir que quelque part, c'est pour ça aussi qu'on va trouver des meilleures solutions. Alors, le chiffre qui fait mal, c'est celui-là. En 2025, on considère qu'en tonnes, on a à peu près 1 tonne de plastique pour 3 tonnes de poissons. Déjà, c'est pas mal. En 2050, les estimations les plus pessimistes, en sachant que le stock de poissons est en train de diminuer et que la concentration de plastique augmente, n'arrête pas d'augmenter, eh ben on arrive à ce chiffre-là, qu'à partir de 2050, on aura autant de plastique que de poissons dans les océans. Alors on commence à dire, waouh, ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, à partir de là, on est sûr maintenant que c'est une pollution catastrophique. On est vraiment dans une pollution qui va influencer nos mers. Où est-ce qu'il va ce plastique? Vous avez certainement entendu parler du 7e continent de plastique. Donc là, c'est le gyre du Pacifique Nord qui est en haut. En fait, il y en a 5 des gyres comme ça. Il y a le Pacifique Sud, l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud et l'océan Indien. C'est des zones, comme vous le voyez ici, c'est des vortex, c'est des zones en fait où les courants tournent comme ça. Et depuis toujours, ils sont là, ces courants. Ils ont toujours été là. Et en général, ils accumulent du bois, tout ce qui flotte. Maintenant, il y a tellement de déchets en mer qu'ils accumulent des plastiques. On est à des concentrations de 5 kg par kilomètre carré, ça ne vous parle pas trop, mais globalement c'est énorme. On a une personne ici, une étudiante qui est dans la salle, qui est allée sur cette zone-là. La différence avec ce qu'on voit ici en Méditerranée quand on est en train de se baigner, si on se baigne dans le 7e continent de plastique, eh ben on les voit les plastiques. Et c'est plein de petits morceaux de plastique qui sont autour de nous. Donc les concentrations sont beaucoup plus élevées là-bas. La différence aussi, c'est que ne considérez pas que c'est un continent comme on connaît, où on peut marcher dessus. On ne peut pas marcher dessus, c'est juste en surface, on voit énormément de plastique. La concentration est énorme. Alors, quelque chose qui est un peu déprimant, c'est... Parce que là, c'est loin, alors on se dit, bon, quel dommage, mais c'est loin. Maintenant, on regarde devant chez nous, et il y a eu une expédition en 2014 à laquelle le laboratoire a participé, avec la goélette Tara, peut-être que vous la connaissez. C'est une goélette qui est dédiée pour la science. Et elle a été dédiée pour la science pendant 7 mois pour faire le tour de la Méditerranée et faire le point sur la quantité de plastique. Parce qu'il y avait quelques données qui montraient qu'il y avait vraiment beaucoup de plastique là-bas, en Méditerranée. Et bien on se rend compte qu'au final, à chaque fois qu'on a prélevé de l'eau,
Où qu'on aille dans les océans, on trouve du plastique, donc on peut considérer qu'il y a du plastique partout. Mais en Méditerranée, cette concentration de plastique, et surtout de microplastique, donc tout ce qui est inférieur à 5 mm, vous voyez à peu près sur un décimètre ce que ça représente, tout petit, ces tout petits morceaux de plastique, on en a autant que dans le géant du Pacifique Nord. Ah, là, ça nous gêne plus. Là, on commence à se dire, mais pourquoi en fait il y en a autant ici? Parce que la Méditerranée, c'est une mer fermée. Son taux de renouvellement des eaux entre le moment où ça rentre et ça sort, l'eau, avant que ça soit nettoyé, ça prend à peu près 90 ans. Je vous ai dit, la vie d'un plastique, c'est entre 100 à 400 ans. Donc il a largement le temps de s'accumuler ici. Et essentiellement, il est amené par les côtes. C'est pas les méchants pêcheurs qui jettent leurs déchets, ça arrive. Mais on va dire que 80 à 90% du plastique qui arrive en mer, il vient du continent. Alors, quand on essaie de montrer des choses qui sont flagrantes, tout de suite on va voir les zones qui sont concentrées. Donc vous avez entendu parler du 7e continent plastique, maintenant vous avez peut-être entendu parler de cette Méditerranée qui est particulièrement polluée. Mais il y a aussi quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est la dispersion de ça. Et j'aime bien cette petite histoire, c'est l'histoire d'un périple de 30 petits canards jaunes. Alors vous savez, il y a des porte-containers qui baladent tous nos produits de consommation, qui sont, voilà, on en trouve beaucoup, il y a 30% du trafic mondial qui passe en Méditerranée notamment. Et ces porte-containers, vous pouvez en voir à Port-Vendre, etc. Vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, une grande caisse dans laquelle on met des produits. Et dans cette caisse-là, il y avait 30 000 canards jaunes qui étaient faits pour aller se balader ailleurs. Ils sont partis de Hong Kong, et puis en janvier 92, ils ont perdu un container. Pour information, il y a plus de 10 000 containers par an qui tombent à l'eau comme ça. Ça arrive. Je vous avais dit que je vais aller vous déprimer dans la première partie, mais vous inquiétez pas, la deuxième, elle est mieux. Alors, janvier 92, le porte-container tombe et en plus il s'ouvre. Et là, pour nous, c'est une étude géniale. Imaginez deux petits canards qui sont côte à côte, où est-ce qu'ils vont aller? Eh bien, il y en a un, il va descendre, il va aller vers l'Indonésie, l'Australie, un tout petit peu vers le Chili en tournant dans le géant du Pacifique Sud. Et puis il y en a pas mal qui vont rester dans le Pacifique Nord, qui vont aller sur les côtes canadiennes, ils vont rentrer dans le détroit de Bering, ils vont passer le Canada, et on en retrouve en mince, en 2007, sur les côtes bretonnes. Parce que ceux-là, ces petits canards jaunes, voilà, c'était l'étude où on arrivait à montrer la dispersion du plastique. Vous voyez que ce plastique, tous les petits canards jaunes ont été mis au même endroit, ils vont partout dans le monde. Et c'est en fait ce que je voulais vous montrer ici, c'est que c'est une différence entre une zone de concentration, où on a en fait des vortex qui accumulent et qui accumulent, mais en fait, il faut bien imaginer que les plastiques, ils sont partout, ils vont partout. Et c'est bien le problème. Alors, tout ce que je vous dis, c'était pas très drôle, mais là, c'est encore pire. C'est que les chiffres que je vous ai donnés, en réalité, ça représente que ça là. Ce qu'on est capable de voir. Quand on fait des campagnes océanographiques, en général, on prend un bateau, on traîne un filet derrière nous, rien de sorcier, et puis ce filet, en fait, on va récupérer le plastique qui est dans le filet, après, et puis on compte, et on voit combien on en récupère. Puis à partir de là, on fait des calculs pour savoir combien on en a à toute la surface des océans. Et bien quand on fait ce calcul-là, on se rend compte que ça représente que 1% des 8 millions de tonnes qui sont déversées par an dans les océans. 1%, c'est pas grand-chose, ça veut dire qu'ils sont où les 99%? Et bien en fait, on considère que c'est la partie émergée de l'iceberg, ce qu'on arrive à voir. Tout le reste, ça va se retrouver soit dans la colonne d'eau, mangé par les poissons éventuellement, soit ça va descendre dans les sédiments. Et là, vous avez une image d'un collègue de l'Ifremer qui a envoyé un sous-marin en face. Ici, il y a un canyon qui s'appelle le canyon de la Caisse du Thiers. Et ils ont fait des images avec leur sous-marin, donc c'est devant chez vous. Hein. Et bien on a ça en fait, au fond des océans. Alors il exagère un peu, la personne sous-marin, il me dit « Ah bah maintenant, avant pour repérer le fond des océans, c'était pas facile parce que c'est toujours trouble là-bas. Maintenant c'est plus facile parce qu'il y a plus de plastique. » Bon, c'est son expérience à lui, c'est un peu exagéré je trouve, mais d'un autre côté ça veut dire qu'au fond, c'est vraiment des décharges qui existent là-bas. Donc finalement, il y a une grande partie de nos plastiques qui sont dans le fond des océans, et on a du mal à quantifier ça, parce que c'est très difficile d'aller dans le fond des océans et de faire des cartographies de tout ce qui se passe, de la quantité de plastique qui est dans le fond. Ok, alors maintenant on va voir quels sont les effets sur les écosystèmes. Accrochez-vous, c'est encore pas drôle. Alors ça, vous avez une idée de ce que ça peut être? Un sac plastique, ça ressemble à quoi? Une méduse. Ok, bien vu parce que vous avez un œil humain. Malheureusement, la tortue, elle, n'a pas cette acuité visuelle, et elle fait pas vraiment la différence entre un sac plastique, ou tous les emballages qu'on utilise en cellophane, et une méduse qu'elle mange quotidiennement. Donc par conséquent, en fait, il y a des collègues là ici qui travaillent, pas ici, mais de l'Ifremer de Corse, qui travaillent sur ces tortues, et qui se rendent compte qu'ils récupèrent de plus en plus de tortues qui sont mortes, qu'on leur ramène, et qui sont remplies de plastique.
Donc le premier danger pour ces animaux, c'est l'obstruction des voies aériennes, c'est-à-dire qu'ils vont s'étouffer avec ça. Alors, on pourrait dire les tortues, bon, effectivement, c'est certain, mais regardez la quantité, en fait. On est à 1,4 million d'oiseaux par an qui meurent de plastique. C'est l'estimation la plus basse, parce que c'est ceux qu'on récupère. D'accord? Donc, ces oiseaux, ils sont en train de voler, ils regardent quelque chose, ils voient quelque chose, pouf, ils foncent dessus, et malheureusement, il y a beaucoup de plastique qui flotte, donc ils en mangent beaucoup, donc ils en meurent. Et quand on ouvre un oiseau, c'est assez dramatique, je vous avoue que c'est rempli de plastique. Pareil, la même chose en fait pour 14 000 mammifères par an qui sont tués par les plastiques. Donc il y a beaucoup de mammifères en mer, hein, mais quand même, je veux dire, c'est quand même pas négligeable que finalement notre consommation tue autant d'animaux en mer. Le deuxième impact sur l'environnement, c'est les étranglements. Et là, en fait, on touche à un secteur particulier qui est le secteur de la pêche. Vous savez, en fait, quand on fait de la pêche à la ligne, en général, on tire, et puis évidemment, ça tire, on n'arrive plus à la récupérer, on la coupe. Même chose pour les pêcheurs, en fait, quand ils sont en train de traîner leur filet, des fois, ça arrive que ça se bloque, et ces filets, en fait, vont rester dans le fond des océans, on appelle ça les filets fantômes, et ces filets fantômes, ils vont pêcher, et pêcher. Là, on considère que ces filets fantômes, ils représentent à peu près, ils sont la cause de la mort de 2 à 3% du stock de merlu, par exemple. Donc, c'est pas négligeable. C'est des quantités, en fait, qui sont en mer, et qui représentent 10% de la quantité de plastique totale qu'on peut trouver dans la mer. Vous vous rendez compte, c'est pas quelques filets, c'est énormément de filets qui sont dans les mers. Il y a un programme qui est lancé par le ministère cette année pour essayer de trouver des solutions à ça. Une autre chose, et ça c'est des choses qu'on a mis en évidence avec des collègues de Villefranche-sur-Mer justement pendant la campagne Tara Méditerranée, c'est la quantité de microplastiques. Donc vous voyez des petits morceaux de plastique qui ne ressemblent plus à rien. Et puis la quantité de plancton. En fait, quand on est en train de prélever nos plastiques, l'histoire, c'est qu'au départ, on prélevait du plancton avec nos filets, et puis de plus en plus dans nos filets, on voyait du plastique. C'est bizarre. Donc on a commencé à faire ces études-là, ça vient un peu de là. Et on a commencé à comparer la quantité de plastique par rapport au plancton. En Méditerranée, il y a des endroits où il y a autant de plastique que de plancton. Le plancton, c'est la base de la chaîne alimentaire. D'accord? Donc qui va manger le plancton? Les poissons. Donc le poisson a une chance sur deux de manger un plastique s'il n'est pas en train de regarder quelque chose qui bouge, etc. Mais en tout cas, il a une chance sur deux de manger le plastique en Méditerranée. Pour ça, on commence à se dire, oulala, là on a vraiment un effet québécois. Je suis allé regarder, il y a des études scientifiques un peu sur tout. Donc il y a une étude scientifique qui regarde l'effet de quand j'avale un chewing-gum, est-ce que c'est dangereux? Vous savez, donc je mange un chewing-gum, bon, globalement il va passer dans notre transit, il va être éliminé. De la même manière, en fait, pour un poisson, il mange un morceau de plastique, c'est pas très méchant pour lui. Imaginez maintenant que vous avez dans votre plat la moitié de plastique et la moitié de nourriture. Là, ça commence à faire. D'accord? Donc vous voyez en fait que l'impact, maintenant, on peut dire qu'il est loin d'être négligeable. Une dernière chose, en fait, sur les écosystèmes, c'est que tous ces petits morceaux de plastique qui se baladent partout, ces petits canards jaunes, là, mais en tout petits morceaux, et bien en fait, c'est comme des petits radeaux qui vont balader les larves. Les larves, c'est le début de la vie des animaux, parce qu'ils aiment bien s'accrocher là-dessus. En général, elles ont une vie dans le fond des océans, et puis après, elles ont une vie un peu dans la colonne d'eau, et là, elles trouvent quelque chose à s'accrocher, donc elles s'accrochent dessus. Et ces larves, en fait, elles vont se balader sur des très grandes distances. Et là, j'ai noté une étude qui vient de nos collègues canadiens, qui ont montré qu'un morceau de polystyrène, vous voyez ce que ça fait, c'est tout petit, on en voit partout du polystyrène. Donc sur ce petit morceau de polystyrène, ce qui est impressionnant, en fait, c'est qu'ils ont trouvé 54 nouvelles espèces qui normalement ne vivaient pas au Canada, et qui vivaient normalement au Japon. Et ils ont fait le lien avec le tsunami du Japon en 2011, donc qui était une catastrophe pour les hommes, mais qui au final a ramené énormément de déchets en mer après la grosse vague. Et du coup, en fait, ces déchets, ils sont baladés dans le giron du Pacifique Nord, et puis au bout d'un moment, ils vont vers les côtes du Pacifique. Et ils ont fait le lien entre ces déchets du tsunami et l'apparition de nouvelles espèces. L'apparition de nouvelles espèces, comme ça pourrait sembler anodin, mais en réalité, c'est un vrai fléau, dans le sens où si une espèce nouvelle s'installe, les autres vont disparaître, qui étaient présentes à l'endroit où cette nouvelle espèce va apparaître. Donc ça, c'est un vrai souci, qui pose vraiment souci pour les scientifiques et qui se disent oula, là on a un vrai impact qui peut être très 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 grave pour les écosystèmes. Allez, on va parler un peu plus, on va calmer un peu le débat en voyant des choses un peu plus positives. On va se poser la question maintenant de savoir qu'est-ce qui se passe sur ces plastiques. Donc quand je prends un plastique à la loupe, voilà ce que je vois. Donc je récolte les plastiques devant le labo. On va pas très très loin, on prend le bateau du laboratoire, on fait une heure de trait de filet et puis on récupère ces petits morceaux de plastique. Il y en a pas mal, vous voyez. Et puis qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit de la vie.
On voit plein de choses en fait qui poussent là-dessus. Et donc du coup, nous, au laboratoire, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il y a là-dessus et pourquoi elles s'installent sur ces plastiques qui, a priori, c'est pas forcément un super écosystème pour elles. On va voir en fait qu'il y en a certains qui adorent ça. La goélette tire le filet au large de Alors, je vous montre le filet dont je vous parle depuis le début. Ça, c'est le filet, on appelle ça un filet manta. Il a deux petites ailes sur le côté pour rester en surface. Et puis, on travaille avec différentes ONG parce que c'est assez pratique de travailler avec eux. Donc, avec Tara, avec l'expédition 7e continent et une autre expédition qui s'appelle Race for Water. Eux, en fait, ils ont un bateau assez rigolo. Ils ont un bateau qui fait. Il y a 500 mètres carrés de panneaux solaires. J'aime bien ce bateau parce qu'il est complètement écolo. Ils font de la méthanisation à bord. Ils sont tirés par un kitesurf. C'est un chouette bateau. Et en plus, ils récupèrent du plastique. Donc, c'est pour ça que je l'aime encore plus. Donc, en fait, voilà, ces différentes ONG nous permettent de prélever. Voilà ce qu'on sort d'un trait de filet. Donc, devant chez nous, hein, à Banyuls. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Maintenant, nous, on est scientifiques, alors on va fouiller dans le détail de qu'est-ce qui se passe. Là, vous avez une image de microscopie électronique, c'est-à-dire qu'on regarde vraiment très près du plastique, et qu'est-ce qu'on voit? Plein de petites boules dessus. Et comme moi, je suis microbiologiste, donc je regarde les petites bactéries. Ah, regarde, ça, c'est typiquement des bactéries, je les reconnais. Et je me rends compte, en fait, qu'il y a énormément de bactéries qui vivent là-dessus. J'ai même plus de bactéries sur les plastiques que sur l'eau à côté, qui contient de la matière organique, des déchets, de n'importe quoi, des animaux. En fait, j'ai plus de bactéries sur les plastiques que sur la matière organique. Donc là, je me dis, tiens, c'est bizarre, c'est un nouvel habitat pour les bactéries. Il se trouve que ces bactéries, en plus, quand je compare par rapport à l'eau de mer à côté, j'ai une énorme diversité. Au départ, quand j'ai regardé ça, on ne pensait pas du tout ça. On se disait, il va y avoir quelques espèces qui vont être spécialistes de ça, qui vont bien s'accrocher sur le plastique. Pas du tout. Il y a énormément d'espèces qui adorent vivre là-dessus. Et qu'est-ce que c'est ces espèces? En fait, c'est des espèces qui sont vraiment spécifiques du plastique. Là, c'est des petits groupes qui vous montrent que tous les échantillons que j'ai prélevés, en fait, ils sont tous du plastique. Cela, c'est de l'eau de mer qui est à côté, à la fois libre dans l'eau ou accrochée aux particules. Vous voyez que j'ai une diversité qui est vraiment différente. Donc, elle est énorme, cette diversité, et elle est vraiment différente. Globalement, ce que je vois, c'est que les espèces qui vivent sur les plastiques, elles sont très rares. Elles représentent quasiment rien dans l'eau. D'accord? Donc, elles vont adorer se mettre sur ce plastique et s'y multiplier. Alors, qu'est-ce qui explique le mieux la différence entre ces plastiques et ce que j'ai dans l'eau à côté? Eh bien, c'est essentiellement des cyanobactéries. Alors, les cyanobactéries, pour les spécialistes, c'est ceux qui font, en fait, un peu comme nos arbres sur la planète. En fait, ils stockent le CO2 et ils vont produire de la matière. Donc là, tout de suite, je me dis, oh là là, mais il y a tellement de plastique. Et du coup, en fait, j'ai plein de cyanobactéries qui poussent sur le plastique. J'ai entendu parler du fait qu'il y a plein de CO2 dans l'atmosphère et tout ça, donc peut-être que le plastique, finalement, c'est positif, quoi, parce que les bactéries sont en train de fixer du CO2 de cette manière-là. C'est ce qu'on a pensé au début aussi, mais on s'est rendu compte qu'il y avait également, comme il y a une grande diversité, des hétérotrophes là-dessus qui, eux, produisent du CO2. Et là, en ce moment, au laboratoire, c'est un peu le challenge qu'on a pour l'année prochaine, c'est de réussir à faire un bilan de carbone de ça, parce qu'il y a tellement de plastique sur les océans que ça peut affecter les bilans de carbone globaux, en fait, dans les océans, sur lesquels le laboratoire travaille beaucoup ici. Donc on se pose la question de savoir quel va être l'impact de ces plastiques sur les bilans globaux au niveau du carbone notamment. Et puis on trouve aussi beaucoup de bactéries qui sont hydrocarbonoclastes, encore un terme un peu scientifique, hydrocarbonoclastes, hydrocarbures, le pétrole. Elles mangent le pétrole, les bactéries qui sont là-dessus. Alors il y en a certains qui disent « Ah, mais le plastique c'est du pétrole, donc si elles sont là, c'est qu'elles sont en train de le dégrader, parce qu'elles sont en train de manger du pétrole, donc elles mangent du plastique. » La théorie que j'ai plutôt, c'est qu'en fait un plastique c'est plutôt hydrophobe, c'est-à-dire que c'est un peu huileux, c'est pour ça qu'on le retrouve un peu à la surface. Et du coup, il y a tous les polluants qui sont en surface, qui aussi sont hydrophobes, qui vont s'accrocher là-dessus. Et c'est bien connu en fait que les plastiques, en plus que tout ce que je vous ai dit précédemment, accumulent les polluants. Donc c'est un peu normal qu'on retrouve des bactéries qui les dégradent, parce qu'il y a beaucoup de bactéries dans le milieu naturel qui dégradent aussi les polluants. Donc en sortant de ça, vous ne savez pas si c'est plutôt positif, plutôt négatif, moi non plus, mais c'est les études qu'on est en train de faire en fait au laboratoire. Alors, tout ça, c'est des études de laboratoire, bon, ça nous intéresse nous. Maintenant, ce qui intéresse plus tout le monde, c'est de savoir est-ce que ces bactéries, qui sont très diversifiées, très abondantes sur les plastiques, est-ce qu'elles sont capables de dégrader les plastiques? Et là, on se dirait, ah, ça serait cool, parce que dans ce cas-là, ça arrive à la mer, puis elles le dégradent. Alors, on fait encore de la microscopie électronique, on va très près, et puis on retrouve mes petites boules, là, qui sont mes bactéries qui sont en train de pousser, et qu'est-ce que je vois sur ces boules? Vous voyez, en fait, ici, là, elles sont bien rentrées dans le plastique. Et à partir de cette photo, on a commencé à se dire, bon, mais en fait, elles sont capables de le dégrader, puisqu'elles sont capables de rentrer dedans. Elles doivent être capables de le manger un tout petit peu.
Alors comment elles font pour faire ça? Imaginez-vous que vous êtes une petite bactérie et que vous avez une grande bouteille, comme ça, d'eau, à dégrader. Ça ne va pas marcher. Elle n'a pas une bouche particulièrement, les bactéries. Comment elles vont faire? Elles vont envoyer des enzymes à l'extérieur de leurs cellules. Je vous parle de tout ça parce qu'on va en discuter après dans les solutions. Donc elles envoient des enzymes à l'extérieur de leurs cellules pour attaquer le plastique et le casser en morceaux. Donc ça, on a des démonstrations au laboratoire, elles sont capables de faire ça. Donc elles vont attaquer le plastique. Et puis du coup, elles vont transformer le plastique, qui est un polymère, vous imaginez vraiment un gros plat de spaghettis, voilà. Pour faire simple. Et ce plat de spaghettis, ils vont le couper en morceaux, et on va se retrouver avec de tout petits morceaux de spaghettis qu'on appelle des oligomères, jusqu'à des monomères, des minuscules morceaux de spaghettis, qui au final, elles vont être capables d'assimiler, elles vont le faire rentrer dans leurs cellules, et elles vont s'en nourrir. Et il y a plusieurs démonstrations, malheureusement en conditions de laboratoire, et vous allez voir que c'est ça le problème. Mais il y a plusieurs démonstrations, plein d'espèces, pas tant que ça, mais pas mal, qu'on a pu montrer en fait que les bactéries étaient capables de pousser, donc de manger ce plastique, de se diviser dessus, donc de se multiplier, et également de produire du CO2, c'est-à-dire qu'elles vont jusqu'à le minéraliser complètement. Le plastique se transforme complètement en CO2 au final, d'accord, grâce à ces bactéries. Donc elles sont capables de le faire, il y en a plusieurs, et je voulais insister ensuite sur différentes choses qui sont passées dans les médias par rapport à cette biodégradation. Parce que c'est un peu l'espoir, on se dit, bah, si elles arrivent à dégrader, on est sauvés. Alors, peut-être que vous avez entendu parler de cette étude sur les larves de papillons, qui a fait beaucoup de débats. Et ces larves de papillons, en fait, elles ont, comme par hasard, été mises dans un sac plastique, et il se trouve qu'elles ont un peu des, vous voyez, en fait, au bout des, elles ont un peu des, pas des dents, mais elles ont un moyen de casser le morceau de plastique, elles ont avalé le plastique, et là, l'information qui est passée de ça, c'est cette larve de papillon raffole du plastique. Une larve pour lutter contre les pollutions du plastique. Alors le top du top, j'adore celle-là, c'est un ver mangeur de plastique, donc on parle de larve de papillon, qui pourrait aider à dépolluer les océans. Je ne sais pas ce qui lui a pris celui-là à écrire ça, mais en fait, vous voyez en fait à quel point les médias sont capables de transformer les informations qui viennent d'un article scientifique que j'adore, il est très très bien cet article, mais au final, l'information qui sort de ça est complètement erronée. Comme je le disais tout à l'heure, imaginez que vous avez un sac plastique autour de la tête, et que vous n'avez pas vos mains, et que la seule solution que vous avez, c'est de sortir du sac plastique, donc vous le croquez, quoi. Vous mangez un morceau de sac plastique, est-ce que pour autant vous le biodégradez? Pardon, je m'éloigne du micro. Est-ce que pour autant vous biodégradez en fait le morceau de plastique que vous avez mangé? Donc non. Donc du coup, c'est pas parce que cette larve de papillon a réussi à manger un morceau de plastique qu'elle le dégrade. D'accord? Donc, vraiment, on abuse vraiment sur le... Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que dans l'estomac des larves de papillons, imaginez qu'il y a à peu près, je sais pas, 500 espèces au moins bactériennes différentes, voire 1000, voire même plus. Ils ont trouvé une espèce qu'ils ont isolée en laboratoire en la chouchoutant, en lui donnant juste ce qu'il faut à manger, en lui donnant la bonne température, tout ça. Et ils ont réussi à trouver une bactérie qui était capable de dégrader ce morceau de plastique qu'elle était en train de manger. Et là on se dit, mais ouais, mais quand même, s'il y a une bactérie là-dedans qui est capable de le manger, oui, mais il y en a plein d'autres des bactéries. Et le temps de dégradation est tellement lent que le morceau de plastique il sera passé. D'accord? Donc, faut pas imaginer en fait que cette bactérie a dégradé le plastique dans ces conditions-là, elle les a dégradés en conditions de laboratoire. Et là, c'est vraiment la nuance qu'il faut réussir à voir quand on est en train de regarder des journaux là-dessus, c'est que la dégradation, elle se fait pas dans le milieu naturel. Une autre chose, en fait, c'était une enzyme. Donc là, en plus, c'était par hasard. Donc les journalistes adorent dire qu'on fait tout par hasard, comme si, alors qu'on est hyper carré. Hein, je peux vous assurer que dans les laboratoires, c'est des protocoles, tout carré. Hein. Mais non, par hasard, en fait, il y en a un qui fait un truc et oh génial, il a trouvé quelque chose. C'est un eureka. Bon, ça se passe jamais comme ça. Mais là, ça s'est passé comme ça. Ils étaient en train de jouer avec une enzyme qui était en train de capable de dégrader le polyéthylène terephthalate, c'est le plastique des bouteilles. Et puis ils ont joué avec cette bactérie, ils ont vu cette enzyme, ils ont vu qu'elle était capable de dégrader 2 fois plus. Et là du coup, waouh, des scientifiques créent par hasard une enzyme, ils n'ont rien créé du tout, hein, c'est la bactérie, elle le fait ça naturellement. Par hasard, une enzyme dévoreuse de plastique, l'enzyme mangeuse de plastique, et là on commence à fantasmer, à se dire, oh mais je vais pouvoir prendre des enzymes, et puis les balancer sur la mer, et puis du coup, je vais pouvoir nettoyer la mer comme ça avec mes enzymes. Bon, une enzyme, c'est hyper compliqué à faire déjà, à synthétiser, et puis pour en faire suffisamment par rapport à la quantité de plastique, c'est vraiment pas la solution. Voilà. Donc,
ça je peux vous le dire. Et puis encore une fois, ça a été fait dans des conditions de laboratoire, avec une petite bactérie chouchoutée dans son laboratoire. Les conditions en milieu naturel, c'est vraiment ce sur quoi la thésarde ici, Justine, est en train de travailler, c'est d'essayer de démontrer en fait cette biodégradabilité en milieu naturel. J'ai promis de ne pas te faire rougir ce soir, mais je vais réussir. Alors, la difficulté, en fait, je vous assure que c'est pas simple, et Justine pourrait vous le dire, c'est vraiment pas simple de montrer la biodégradabilité en milieu naturel. Et pour ça, on a besoin de travailler, moi tout seul, biologiste, je ne peux pas m'en sortir. On a besoin de travailler avec des physiciens, parce qu'il y a vous imaginez un plastique, il y a des surfaces plus ou moins planes, plus ou moins cristallines, amorphes, etc. Et puis il y a de la chimie, c'est de la chimie pure en fait, pour faire des polymères, au départ c'est des chimistes qui font ça. D'accord ? Donc on a besoin de travailler ensemble. Et on a une grande fierté en fait aujourd'hui, c'est qu'on a créé un groupement de recherche donc, qui regroupe plus de 250 personnes aujourd'hui, pas 250 personnes, 250 scientifiques qui travaillent en France. Globalement, on a quasiment toute la communauté des scientifiques qui travaillent en France sur les polymères, donc de ceux qui sont en train de faire les polymères, jusqu'à la dégradation de ces polymères par les bactéries, en passant par les changements de structure, etc. Donc on a un peu tous les spécialistes qui sont dans ce réseau, et nous on est assez fiers de ça parce que ça n'existe pas ailleurs à l'étranger. Alors, grâce à ça, quand on réussit à mélanger les biologistes, les physiciens et les chimistes, eh bien, le ministère de, je ne me rappelle jamais, l'environnement, mais non, c'est pas l'environnement, c'est la transition écologique et solidaire, mais ça va peut-être changer demain, parce que ça va pas changer de nom tout le temps. Le ministère, en fait, de l'environnement, enfin de la transition écologique et solidaire, pardon, maintenant nous fait confiance pour nous dire, ok, vous vous rappelez, en fait, on a arrêté les sacs plastiques à usage unique, après on a arrêté les microbilles exfoliants, après on a arrêté les cotons-tiges, demain on va arrêter la vaisselle à usage unique. Donc ils arrêtent ça, et puis après, en fait, ils nous demandent de travailler pendant un an et demi, pour dire, ok, qu'est-ce qu'on peut avoir comme substitut à ça? Parce que c'est bien beau d'arrêter, mais qu'est-ce qu'on fait après? Du coup, en fait, au laboratoire, notre activité, c'est vraiment de tester des substituts à ces polymères qui sont polluants, pour trouver des polymères qui sont moins polluants, voire même biodégradables, voire pas polluants du tout. Et là, en fait, on est capable de classer, donc ça c'est le polyéthylène, le PLA. Le PLA, c'est un plastique, par exemple, c'est vos sacs plastiques qui sont compostables. Attention, ils sont compostables seulement en conditions de compostage industriel. Il faut dire que le compost, en fait, le principe c'est ça, c'est que le PLA, sa température de fusion, c'est à peu près 50-60 degrés. Si je dépasse 60 degrés, il va se dissoudre. D'accord ? Donc c'est super ce sac. Et en fait, effectivement, quand je le mets dans un compost à haute température, parce qu'un compost ça monte jusqu'à 70 degrés, 80 degrés, en compost industriel, hein, pas mon compost à moi, malheureusement ça ne marche pas. Mais en compost industriel, en fait, ce PLA il est capable de se dégrader. Donc on connaît déjà des polymères qui sont capables de se dégrader dans les composts industriels. Par contre, celui-là, en mer, rien du tout. On ne monte jamais à des températures de 60-70 degrés en mer, heureusement. Donc on est capable de classer en fait différents types de polymères. Vous voyez ici qu'on a testé aussi des choses naturelles. Hein. On peut si on pense à l'exfoliant pour nettoyer sa peau et enlever les peaux mortes et puis qui va tomber dans notre douche et qui finalement va finir à l'océan, on peut le substituer avec du riz ou des noyaux d'abricot. Pourquoi pas? Donc on teste aussi d'autres polymères. Là, le PHBV, celui-là, je l'aime bien parce qu'il est créé par une bactérie. C'est une bactérie en fait qui est capable elle-même en fait de faire des polymères dans ses cellules et qui, du coup, le polymère va être facilement dégradé par d'autres bactéries. D'accord ? Il y a plein de choses en fait qui sont en train d'évoluer sur ces plastiques biodégradables et on est assez content. En fait, on va participer l'année prochaine à l'arrêté qui permet de montrer qu'on peut avoir des substituts en fait à ces choses-là. D'accord ? Et on est très fiers de vous annoncer que l'année prochaine, on va créer une entreprise au sein du laboratoire qui s'appelle Plasticatsi. Et cette entreprise, en fait, l'objectif de cette entreprise, c'est de justement évaluer le devenir des plastiques en mer. Est-ce qu'ils sont capables d'être biodégradables et aussi, surtout, tester leur toxicité. Parce que tous ces nouveaux plastiques peuvent être dégradables, mais ils peuvent relarguer plein de produits toxiques. D'accord ? Donc on teste ça également. Voilà. Donc ça, c'est un peu la fierté, une fierté personnelle d'avoir réussi à monter une entreprise quelque part qui vient de chercheurs et qui est au service maintenant des entreprises pour qu'ils puissent tester leurs nouveaux plastiques et les plastiques biodégradables et aller dans ce sens-là. Alors vous le voyez, on est ambitieux et on se dit, vous voyez la petite boîte, elle est là, Plasticatsi, on a notre gros groupement de recherche polymère océan et en fait on est vraiment à l'interface entre les ONG qui veulent aider, qui ont vraiment envie que ça change et qui alarment
tout le temps le public en disant il y a trop de plastique en mer, il faut faire trouver des solutions. Donc nous, on est là pour trouver des solutions. Et puis on vient de créer, donc tout ça, ça va se faire en 2019. Donc je vous avoue que on a du boulot en 2019. Donc l'idée aussi, c'est de créer un club entre science et entreprise, c'est-à-dire qu'à partir des gens qui sont dans ce GDR-là, donc des spécialistes, et ben en fait, ils vont aller directement discuter avec les entreprises et on a de la chance. On est aidé par le prince Albert II de Monaco, par le prince Albert, tout seul, hein, deux, qui nous soutient en fait là-dessus et qui a contacté les plus grosses entreprises, donc il est de meilleure écoute que moi, ça c'est sûr. Et du coup, en fait, l'objectif c'est d'aller directement dans les entreprises pour leur faire changer leurs habitudes. Et une fois que les grosses entreprises ont, on espère, changé leurs habitudes, ben, ensuite ça va suivre. Voilà. Donc c'est un peu on fonce là-dedans, on fonce un peu tête baissée, on est hyper ambitieux, on a envie d'y arriver, et ben, on va peut-être pas se donner rendez-vous l'année prochaine à la même période, mais en tout cas, peut-être pas, pourquoi pas, pour voir comment ça avance en fait ces choses-là. On a vraiment envie que ça avance très très vite. La chance qu'on a, c'est que, je vous l'annonce aussi, on a une campagne Tara Méditerranée 2019. Il se trouve que maintenant, en fait, c'est moi qui vais piloter cette mission, donc ils vont venir à Port-Vendre, notamment, pour justement sensibiliser les gens à la pollution par plastique et faire le lien aussi, parce que c'est eux qui sont à l'origine de ce club Science Entreprise, pour faire le lien entre les ONG, les scientifiques et les entreprises. Et le particulier, le consommateur? On va en parler tout de suite, du consommateur. Il est là. Comment inverser la donne? Eh bien, on va commencer par lui, le consommateur. Alors non, on ne va pas commencer par lui. Allez, pas tout de suite, excusez-moi, j'ai oublié. Alors, les solutions. Maintenant, on va essayer de parler des solutions et puis aidez-moi à trouver des solutions parce que je vais en proposer certaines. Si vous en avez, n'hésitez pas, c'est l'objet c'est d'en parler maintenant. Une des solutions qui a été proposée, c'est... Je vous avoue que je fais des conférences avec des enfants, des fois, puis je leur dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme solution? Et les enfants, tout de suite, ils me disent, bah, on récupère le plastique, on le met dans un gros sac, on le met dans une fusée et puis on l'envoie dans l'espace. Bon alors... Les adultes, en fait, ils sont capables de se dire non, mais la fusée, ça va pas le faire. Par contre, récupérer du plastique en mer, il y en a qui y pensent. Et il y a notamment ce jeune, là, Boyan Stad, qui a fait un peu... C'était chouette parce qu'il était jeune, 16 ans, il a commencé à 16 ans, il a 22 ans maintenant. Son projet abouti, il est parti en été 2018. Il a réussi à collecter 20 millions d'euros. Pas mal, hein, pour un petit jeune de 22 ans. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Et donc, son projet, en fait, c'est... j'ai un barrage flottant, merci. J'ai un barrage flottant qui fait 120 mètres de long. Et à partir de ça, Boyan Stad, d'ici 2050, nous aurons éliminé la pollution plastique des océans. Alors là, je me dis, waouh, il est vraiment balèze. Juste avec ces 20 millions d'euros, il va sauver la planète. Alors, on va voir en fait qu'il y a un petit souci par rapport à ça. Même chose, en fait, notre ami Yvan Bourgnon, qu'on aime tant, il a réussi à débloquer 25 millions d'euros pour faire un nouveau bateau qui va prendre le plastique dans ce bateau, tout ça, qui va nettoyer les océans. Et puis il y a Plastic Odyssée qui s'est lancé aussi, qui lui est capable de faire un truc complètement incroyable. Je récupère le plastique, donc ils font comme nous, hein. Imaginons, en fait, je récupère mon plastique derrière mon bateau, tout ça, et puis tout ce que je fais, je le mets dans mon bateau, et je mets une mini-usine à l'intérieur de mon bateau pour transformer ce plastique en pétrole. Bah oui, c'est du pétrole, donc je peux le transformer en carburant. Et là, on se dit, ah, génial, bravo, continue. Mais là, on se dit, mais vous vous rendez compte la quantité de plastique qui est en mer? Maintenant, on est capable de partir avec un bateau, avec un petit truc derrière, et puis faire avancer notre bateau avec tout le pétrole qui est en mer. Moi, ça me déprime. Quelque part, quand je vois qu'on est capable de faire ça aujourd'hui, je me dis, il y a tellement de plastique en mer aujourd'hui qu'on est capable de faire avancer les bateaux avec. Alors, pourquoi c'est pas vrai? Et c'est pas vrai, il ne va pas nettoyer la mer. Pourquoi? Et bien en fait, entre le moment où il va partir, donc il est parti là, et puis il va revenir en 2025. Et vous vous rappelez des 5 gires, il va en faire que 4, c'est déjà pas mal, pour un petit jeune, c'est bien. Il va faire les 4 gires, et il a calculé la quantité de plastique qu'il est capable de récupérer. Entre le moment où il part, donc imaginez en fait, j'ai oublié de vous dire, le gire du Pacifique Nord, il représente à peu près 6 fois la France. Il part avec un râteau de 120 mètres. Ok, j'ai mon râteau derrière moi, je ratisse. Voilà, j'arrive au bout là-bas, et là je me dis, on a 6 fois la France à faire là. Ça va pas être facile. Entre le moment en fait où il passe son râteau et nous qui continuons à consommer, qui continuons à balancer des plastiques en mer, ben, en fait derrière lui il y a déjà du nouveau plastique.
Et c'est ça qu'on a calculé, entre ce qu'il aura récupéré et ce qui va tomber derrière lui, qui va arriver en fait de notre consommation, c'est un facteur 400. Entre ce qu'il récupère et ce qui va être jeté, ça représente ça, parmi tout ce qui va être jeté. Bon alors là, je suis désolé pour notre stat, mais on lui a dit, je pense pas que tu vas sauver la planète comme ça, quoi. En plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il récupère les plastiques en surface. Ah ouais. C'est 1%, il ne va pas sauver la planète avec ça. Bon, et puis, donc du coup, en fait, le bilan de ça, et le groupement de scientifiques, on s'est tous réunis, on s'est dit, ils veulent, ou la solution, elle n'est pas en mer. Évidemment, ce qu'il fait, c'est très bien. Je veux dire, quand on fait des nettoyages de plage de Banyuls, on sait très bien qu'on n'est pas en train de sauver la planète, mais on est en train de sensibiliser les gens. On est en train de sensibiliser les jeunes à se dire, la mairie fait énormément d'efforts ici, elle nettoie, et nous on arrive derrière, après le nettoyage, on prend un carré comme ça de 2 mètres sur 2 mètres, on en retrouve encore du plastique, oui, allez voir sur la plage, vous en retrouvez. D'accord ? Donc ça sensibilise les gens. Et on récupère ce morceau de plastique, mais bon, on sait très bien que le prochain coup d'Est, on va en récupérer encore. La même chose en fait, Boyanstad et tous ces gens-là qui vont nettoyer les océans, s'ils ne donnaient pas le message « je vais nettoyer les océans », ça irait. Ils feraient la même opération que nous, quelque part. Ils iraient là-bas, montraient à quel point il y a autant de plastique, etc. Ils sensibiliseraient les gens. Mais là, si on dit « on nettoie les océans », il va se passer comme d'habitude, comme la personne qui fume, qui jette son mégot par terre. On lui dit « mais pourquoi tu jettes ton mégot par terre ?» Il y a quelqu'un qui va le ramasser, quoi. C'est pas mon boulot de faire ça. La même chose, en fait, si je jette mon plastique en mer, s'il y a quelqu'un qui va le ramasser comme Boyanstad, je me dis je peux continuer à en balancer. D'accord ? Donc ça noie le débat. En fait, c'est pour ça qu'on dit arrêtez de faire croire aux gens qu'on va solutionner le problème comme ça. La solution, elle n'est pas en mer. Pourquoi ? Parce qu'il y a 80% de nos déchets qui viennent de la Terre. Bon, on aime bien ce genre de calcul. Il y a un camion poubelle qui est déversé dans l'océan chaque minute. Bon, c'est le genre de chiffre qui fait toujours peur, mais c'est vrai, en fait. Donc là, en fait, l'origine, elle est essentiellement terrestre. Donc, pour trouver la solution, c'est pas compliqué. Il faut regarder au niveau de la Terre. C'est pas dans la mer que ça se passe. Un petit rappel de comment se passe la vie. C'est pas moi qui vais vous apprendre la vie, mais quand même. Globalement, les déchets n'existent pas si l'homme n'existait pas. Avant nous, quel que soit le type de matière qui est fait, c'est en général de la matière organique, les petites bactéries, au final, elles arrivent à tout manger. D'accord ? Elles le dégradent, puis après c'est recyclé, puis voilà. On est dans le cycle de la vie. Depuis, allez, j'ose pas dire de date, mais globalement, on est dans une économie linéaire, c'est-à-dire je consomme, j'achète, pardon, je produis, je consomme et je jette. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire, sur laquelle moi j'ai été habitué, vous avez été habitué à vivre. On a toujours fait ça. Maintenant, il faut penser différemment. Il faut penser économie circulaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc d'économie circulaire dont on entend souvent parler ? L'économie circulaire, elle s'adapte particulièrement bien au plastique, à la question du plastique. Au départ, qu'est-ce que je fais ? En fait, pour que ça soit bien clair, l'économie circulaire, elle repose sur 3 choses. Le premier, c'est les acteurs économiques, en gros les industriels. Le deuxième, c'est nous, et ça répond un peu à votre question, c'est ce qu'on va faire. Et le troisième, c'est la gestion des déchets. Alors les premiers, comment ils peuvent agir, les industriels ? Eh bien, ça veut dire qu'au départ, on leur demande de produire des produits qui ont une fin de vie qui est raisonnable. C'est-à-dire que soit ils vont être recyclés à la fin, soit, s'ils arrivent dans l'environnement, eh bien, il faut qu'ils soient biodégradés. D'accord ? Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler, nous, sur cette éco-conception. Après, au niveau des citoyens, c'est évident. Globalement, pourquoi il y a autant de plastique en mer ? C'est parce qu'on en consomme trop. Allez dans vos magasins, vous voyez bien, en fait, vous savez, on est une région pilote sur les poubelles jaunes. Maintenant, en fait, tous les emballages plastiques, vous avez le droit de les mettre dans la poubelle jaune, ce qu'on n'avait pas le droit de faire avant. D'ici 2025, ça va être toute la France qui va être ça. Ok, vous vous rendez pas compte en fait que votre poubelle jaune, elle est plus pleine que la poubelle grise maintenant ? C'est un petit souci ça quand même. Ça veut dire que nous, consommateurs, on choisit des produits qui sont emballés, parce que ça nous va bien, oh la salade, les murs emballés c'est plus facile. Hop. Et puis quand on arrive au magasin, en fait, on prend que des choses qui sont emballées. L'emballage, je vous rappelle, c'est 40% de la production mondiale du plastique. On est en train de dire d'accord à ça. Et quand on est en magasin, en fait, c'est là que se fait le choix. Quand vous rentrez du magasin, vous vous rendez compte de la quantité d'emballage que vous avez. Personnellement, je deviens un peu un extrémiste du plastique. Je vais au marché, et puis quand je vais au marché, je dis non, surtout pas de plastique. Je ramène mon petit cabas. Et en fait, la grosse différence, c'est que
Je vous ai dit dès le départ, le problème du plastique, c'est que ça ne coûte rien. À partir du moment, vous vous rappelez qu'on a arrêté les sacs plastiques à usage unique, à partir du moment où on a fait payer les sacs un peu plus costauds, vous savez, on ne les retrouve pas en mer. Parce que les sacs plastiques, ils s'envolent, tant pis, c'est pas grave. Le sac qu'on a payé, par contre, va peut-être courir un tout petit peu plus derrière. Je vous assure que j'ai jamais trouvé de Rolex ou de téléphone portable en verre. C'est toujours des produits de la consommation qui servent à rien, qui sont du jetable. Voilà. Donc le problème, en fait, si on veut trouver des solutions, le combat aujourd'hui, c'est le plastique à usage unique qui est jetable, qui sert à rien, qui coûte pas. Mais en fait, il vous coûte, mais vous vous en rendez pas compte. Voilà, donc globalement, l'impression que j'ai, c'est que on a la chance ici dans notre laboratoire, à force de faire des réseaux, etc., d'interagir à la fois avec le ministère, à la fois avec les entreprises, à la fois avec les usines de recyclage. On se rend compte que tout le monde est concerné. Ils ont tous envie d'avancer. Je vous assure que le ministère, quand on vient avec nos projets, ils nous disent oui, on va vous aider. Au niveau de la recherche, on a tous des problèmes d'argent au niveau de la recherche. Il y a vraiment énormément de projets qui sont faits pour les plastiques. Donc on n'a pas à se plaindre au niveau de la quantité d'argent qui est faite pour la recherche pour avancer dans ce niveau-là. J'avoue qu'au niveau des déchets, je maîtrise un peu moins. J'ai vraiment l'impression que ça ne se passe pas si bien que ce qu'on peut avancer sur les plastiques biodégradables, etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tous les voyants sont au vert aujourd'hui parce que tout le monde est concerné. Quand je discute avec les gens du ministère, ils se rendent compte aussi que dans leur quotidien, c'est pas un polluant qui est... Dans leur quotidien, en fait, ils utilisent ça. On est tous concernés par ça. Qu'on soit scientifique, qu'on soit citoyen, qu'on soit industriel, même les industriels sont concernés par ça. Donc j'y crois. Voilà, je suis peut-être le seul dans une grande population, mais je suis hyper optimiste dans ce sens-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous voulez, on va passer aux questions et réfléchir ensemble par rapport à tout ça. On est nombreux ce soir, c'est toujours difficile d'être le premier. En fait, les yaourts étaient dans du verre et on recyclait le verre. Donc, comment on agit? Aujourd'hui, on va à Carrefour, il n'y a pas de... Vous savez comment je fais, moi? J'ai des enfants, ils ont 5-8 ans. Et donc, ils mangent des yaourts. Le yaourt, il y avait de polystyrène autour. Je me dis, non, mais je ne peux pas me faire manger tous les jours. En fait, c'est ça le problème, c'est de se dire tous les jours. Parce qu'on consomme toujours, vous avez remarqué, votre liste de courses est toujours la même. Donc, on consomme toujours les mêmes produits. C'est ceux-là qu'il faut changer. Donc le yaourt, j'ai racheté une yaourtière, et je fais le yaourt moi-même. Et ça me prend rien comme temps. Et ma grand-mère faisait ça. J'ai rien inventé. Donc c'est dans ces petits gestes du quotidien en fait qu'on peut vraiment changer les choses. Ouais. Il y a plus de 20 ans, j'ai eu l'occasion de plonger sur le canyon de la Casse du Pied, où il y avait pas mal de sacs en plastique. À la même époque, il y avait un programme fait par des Marseillais, je crois, pour estimer les quantités de plastique dans le fond des océans. Est-ce que depuis 20 ans, on voit une évolution dans ces quantités de plastique trouvées? Alors malheureusement, en fait, comme tu le sais, c'est vraiment pas évident d'avoir suffisamment d'argent pour affréter un bateau, aller faire regarder dans le fond des océans, et puis le fond des océans, il faut bien imaginer que c'est des montagnes à l'envers. Ça monte, ça descend. Quand on est en train de faire nos estimations avec nos petits filets derrière, là, c'est super, c'est simple entre guillemets, dans le sens où je peux très bien estimer une surface plane, ça c'est facile. Quand je commence à regarder des reliefs, etc., c'est vachement plus compliqué. On sait en fait qu'il y a de plus en plus d'images, il y a de plus en plus de petites cartographies qui sont très localisées. En général, c'est parce qu'on va aller chercher. Là, il y a une étude qui se fait au laboratoire sur les coraux profonds et ils ont fait une cartographie en parallèle sur la Casse du Tir, les quantités de plastique. Mais c'est mineur en fait. On n'arrive pas à faire des extrapolations à tout ce qui se passe dans le fond des océans. C'est pour ça qu'on ne sait pas répondre à la question de où sont passés les 99%. Combien on en a dans le fond. Donc depuis 20 ans, ça n'a pas changé. Mais par contre, ce qui est rigolo, c'est que les chercheurs d'il y a 20 ans, qui travaillaient sur les plastiques, on se moquait un peu d'eux, quoi. Ils bossaient sur les déchets. Largement, ils avaient du mal à... Et aujourd'hui, en fait, c'est hyper la mode. C'est comme ça. On a mis 20 ans pour réaliser qu'on était en train de polluer nos sciences. Non, 40. Oui, carré, exactement. Oui, il nous faut toujours du temps à réaliser les choses. Maintenant, je pense qu'il y a suffisamment d'études aujourd'hui qui montrent que l'effet, voilà, on ne peut pas se tromper, quoi. Je veux dire, tout le monde le voit partout. Attendez, il y a une question avant. Tout le monde le voit partout. Donc cette pollution, elle existe et elle est vraiment... Oui. Jeff,
je partage votre optimisme relatif dans les pays occidentaux sur le côté éco-conception, etc. Chaque fois qu'on voyage dans des pays chaque fois qu'on voyage en Afrique, en Asie, il n'y a pas très longtemps j'étais au Maroc et j'ai pensé à toi, j'ai oublié de te dire, mais où là les poubelles qui débordent, c'est pas l'exception, c'est la règle. Enfin, tu as montré des photos des Philippines, enfin on a tous vu ça, c'est spectaculaire. Et le problème il est vraiment là. Et là je suis pas très optimiste moi. Merci Vincent de me poser cette question-là, je l'attendais. De manière générale, on dit toujours c'est les autres. Hein. Non, mais je sais, je te connais Vincent, mais j'en profite de ta question. Je vais vous donner un chiffre qui fait peur. Les méchants chinois, comme d'habitude. On a 8 millions de tonnes de plastique par an qui arrivent des continents vers la mer. On a 2,4 millions de tonnes qui viennent juste de la Chine. Alors on dit tout de suite, les méchants chinois. Alors, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas vous plaire non plus. Dans votre poubelle jaune, il y a 30% qui est recyclé en France, 70%, comme d'habitude, tous nos déchets, on les envoie ailleurs. Et jusqu'à l'année dernière, on envoyait ça en Chine. D'accord ? Donc, 70% des déchets de l'Europe, 70% de notre poubelle sur toute l'Europe partait en Chine, 50% des déchets partaient en Chine des États-Unis. D'accord ? De tous les États-Unis. Donc, ça commence à faire. Donc, et puis, les jouets que vous allez acheter à vos enfants, ils nous reviennent, en fait, quelque part, avec la qualité, donc on connaît, etc. Donc effectivement, on peut se dire, mais comment on va faire, en fait, c'est eux qui polluent le plus. La Chine a décidé d'arrêter. Vous connaissez la Chine, on arrête. Puis ils ont arrêté du jour au lendemain. Là, on s'est dit, les Européens, les Français, nous, on va prendre nos déchets à bras-le-corps, quoi, et puis on va vraiment les traiter. Donc on va donner de l'argent, en fait, pour améliorer le recyclage. On va donner de l'argent pour augmenter les déchetteries parce qu'en fait on ne fait pas face à nos déchets. Le problème c'est qu'aujourd'hui on consomme tellement qu'il y a énormément de déchets et qu'en France on n'arrive pas à gérer nos propres déchets. Et on se dit, pays, favorisé, éduqué, qui fait attention à ça. Donc c'est vraiment vers ça que je veux vous sensibiliser aujourd'hui. Globalement, en fait, les poubelles sont envoyées là-bas. Donc, en Chine, ils ont dit stop, du jour au lendemain, c'était stop. Est-ce qu'on a trouvé une solution en Europe ou aux États-Unis? Non, on a trouvé un autre pays. D'accord, maintenant, c'est justement envoyé vers les Philippines, la Chine, l'Afrique. Comme on fait avec tous nos déchets, on va les enfouir ailleurs, quoi. Et là, quelque part, on a une responsabilité. Donc, quand vous pensez plastique, dites-vous quand même qu'au final, c'est parce que dans le magasin, on a pris ce produit-là, qu'au final, on a ça dans l'environnement. Oui, vous levez la main depuis un moment. Par contre, c'est assez étonnant parce qu'il faut savoir qu'en France, on est le plus grand producteur d'incinérateurs. Moi, je crois qu'on a dû poser en France 130 ou 150 incinérateurs. Et vous me dites qu'on exporte nos plastiques. Alors, à quoi ça veut dire que ça déborde de tous les côtés? Même les incinérateurs sont plein. Alors, plus les décharges. Effectivement. Donc, on a les décharges, on a les incinérateurs, et ça déborde encore. Donc du coup, en fait, on est obligé de l'envoyer ailleurs. C'est pas une question économique, c'est pas un plaisir, c'est parce qu'on consomme trop, en fait. On ne fait pas face à tous nos déchets. Donc, faut savoir que dans le recyclage, il y a une partie, en fait, qui va être incinérée. L'avantage qu'on a, et en France, on est assez bon là-dessus, c'est que l'incinération sert au chauffage de HLM, de grandes choses. Donc, du coup, quand c'est fait, c'est bien fait. D'accord ? Mais le problème, c'est qu'il y a plein qui est moins bien fait. Quand on se balade dans les endroits, vous avez certainement vu des images en Chine où ils font du recyclage. Ce recyclage-là, on voit la femme, j'ai une image qui me touche parce que c'est une femme qui est en train d'allaiter son enfant, qui est en même temps en train de faire bouillir la marmite avec le plastique à l'intérieur. Ils sont dans des conditions d'hygiène qui sont catastrophiques par rapport à ce qu'on fait chez nous, quoi. Et ça ne nous gêne pas parce que ça coûte moins cher ailleurs, quoi. Là, voilà. Bon, on pourra peut-être pas changer ça tout de suite, par contre, nous, on peut changer notre consommation. Je ne suis pas en train de dire que c'est nous les seuls fautifs, hein. Mais quand même. Oui. C'est un problème global, monsieur. Oui, je veux dire, à la fin, il n'y a pas que les pays dits en voie de développement qui ont une attitude de ce type-là. Parce que nous, on avait été extrêmement choqués. Le Japon, on ne peut pas penser que le Japon est un pays en voie de développement. C'est même un pays qui a la tête dans le 21e siècle. Eh bien, on embarquait du plus grand port de japonais, le Shimizu. Et moi, j'avais été absolument, je trouvais incroyable. Mais le port était rempli de déchets plastiques et autres.
Je veux dire, donc je pense qu'effectivement c'est une question de mentalité. C'est une question Et de ce point de vue-là, j'ai une question. Je pense que pour le changement des mentalités, il n'y a rien de mieux que sensibiliser les enfants. Qu'est-ce que vous faites au niveau justement des écoles et des primaires pour déjà leur montrer la situation et leur montrer qu'il peut y avoir des solutions, mais que ça dépend de tout un chacun pour les mettre en œuvre? Je suis d'accord avec vous, évidemment, en fait, il faut qu'on sensibilise tout le monde, et je vous avoue que j'ai à cœur à faire ça. Et je ne suis pas le seul. Parmi les 250 scientifiques dont je vous parlais, il y a beaucoup de scientifiques qui prennent. Après, ici, donc, sur Banyuls, cette année, déjà l'année dernière, on a fait plusieurs conférences pour les enfants. Cette année, ce qui se passe, c'est que les CM1 et CM2 sont sensibilisés aux déchets, vous savez. Et du coup, en fait, on va aller vers eux avec de la sensibilisation pour leur expliquer qu'est-ce que ça fait, les plastiques, et à quel point c'est déprimant, comme on a fait ce soir, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'on a comme solution? Et donc, c'est moi qui suis plutôt parti sur cette solution-là. Ce que j'ai proposé, c'est qu'on fasse une kermesse zéro plastique. Et qu'on arrête de donner des petits jouets chinois qui coûtent rien à nos enfants, alors qu'on est en train de lutter contre les plastiques. Voilà, donc il y a des choses concrètes qui peuvent se faire et qui vont faire réfléchir les enfants. On peut très bien imaginer, enfin, c'est en discussion, donc je ne sais pas ce qui va se passer réellement, mais on peut très bien imaginer, moi je ne fais pas le dimanche soir, je fais les gâteaux pour mes enfants pour la semaine, et parce que qu'est-ce qu'on retrouve sur la plage, les trucs de pommes-potes là, les bouchons de pommes-potes on en retrouve partout, les emballages on en retrouve partout. Donc, et c'est pas la faute de nos enfants, hein, mais quelque part, voilà, il faut aussi les sensibiliser dès le départ et qu'ils comprennent qu'on fait des gâteaux pour s'influer. Les Allemands consignent les bouteilles de verre, mais également le plastique maintenant. Oui. Alors, il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en avance. Il y a des initiatives que vous avez peut-être entendu parler, c'est je pèse ma poubelle. Moi, mon objectif dans la semaine, c'est de ne pas remplir ma poubelle jaune, quoi. Et puis j'essaie de la tenir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et je me dis, si c'est possible, je vous assure, c'est possible. Allez dans les bons magasins. Excusez-moi parce que j'essaie de faire tourner tout le monde. Vous ne croyez pas qu'on peut accuser aussi un peu les industriels qui en mettent un peu trop de déchets plastiques autour des aliments qu'ils vendent? Je crois que là aussi, il faudrait faire quelque chose parce qu'on nous accuse, nous, consommateurs, et en fin de compte, on est obligé d'avoir tous ces produits là. Je vous remercie de cette question-là parce qu'elle me permet de parler de ça là. De parler de celle-là que vous avez vue. Sans le faire exprès, parce que j'ai l'habitude maintenant. J'ai évité celle-là. Les emballages obligatoires. Ils sont pas obligatoires. Mais on a choisi d'aller vers la grande distribution, les grands magasins. Les grands magasins, ils ont des grands stocks. Les grands stocks, ça gère du plastique autour. C'est plus facile. Plus facile à transporter, plus facile à garder les produits. Cette bouteille-là, on vous a dit, regardez, c'est de l'eau, pardon, j'ai pas la pub, c'est de l'eau de source, elle est géniale, elle est super bonne. J'ai une collègue à Toulouse qui a réussi à montrer ce qui était évident, je veux dire, quelque part, tout le monde peut réfléchir à ça. Dès qu'on fait ça, comme ça, on largue un nombre de nanoparticules à l'intérieur qui est catastrophique. Cette eau-là, elle est certainement plus toxique que l'eau du robinet. Prenez l'eau du robinet, pourquoi les gens utilisent... J'adore quand on a vulgarisé ici. Donc, c'est important en fait que... Vous savez pourquoi? La chose qu'on sait le mieux recycler aujourd'hui, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on en consomme énormément. Je veux dire, une usine de recyclage, elle ne recycle pas chaque coton-tige, elle recycle en masse. La masse la plus importante de déchets qui arrivent dans les usines de recyclage, c'est ça. Parce qu'on en consomme beaucoup, parce que c'est de l'eau pure, etc. Donc c'est vraiment notre façon de consommer en fait. On nous a poussé à dire mais regardez, si vous voulez de l'eau pure pour vos enfants, prenez plutôt l'eau machin. Prenez l'eau du robinet, prenez de l'eau en bouteille comme ça ou dans des bouteilles en verre et vous résolvez le problème. Elle devient portable l'eau, d'accord. Et chez vous utilisez l'eau potable. Oui madame, je vous écoute. Oui, certes l'eau en bouteille n'est pas bonne à boire, mais ne dites pas que l'eau du robinet est bonne à boire. Parce que quand on sait tout ce qu'on met dans le traitement, comme traitement dans le robinet, elle n'est pas buvable, l'eau du robinet. Alors, je veux bien que l'eau dans la bouteille ne soit pas bonne, mais l'eau du robinet non plus. Merci de votre remarque. Il y a des... Évidemment, enfin, surtout dans nos pays industrialisés, il y a des tests qui sont faits sur ces eaux. Effectivement, on peut trouver des traces de pesticides dans certaines zones, particulièrement viticoles. On en trouve des traces.
c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises et qu'on peut pas les éliminer. D'accord ? Donc cette eau du robinet est sûrement meilleure que celle-ci, ça c'est évident. Je peux vous l'assurer parce qu'au niveau des tests qui ont été faits sur les eaux, regardez un petit peu dans la presse qui a été fait récemment en fait sur ce qu'il y a dans les eaux de source, l'eau du robinet est bien meilleure que celle-là. D'accord ? Au niveau de la quantité de nanoparticules. Et même si elle n'est pas l'eau du robinet est potable, elle ne va pas vous rendre malade. Et ça, par contre, ça crée des quantités de déchets qui sont hallucinantes. Pourquoi on utilise ça ? Pourquoi on utilise des emballages, des produits emballés et suremballés pour nos enfants ? Pourquoi on utilise des pommes emballées et suremballées avec Est-ce qu'on a besoin du polystyrène avec le truc emballé au-dessus ? Donc choisissez en fait des produits, voilà, c'est un peu mon message de ce soir. Il y a encore C'est une industrie quand même, le plastique. Bien sûr. Tout est produit de façon industrielle. C'est une industrie, c'est de l'argent. Donc, alors, vous imaginez bien que dès que vous changez un peu le produit, l'emballage, c'est de l'argent bio. Ouais. Donc tant que vous ne changez pas le modèle économique, tant que ce qu'on pollue n'est pas comptabilisé comme charge, comme dépense, effectivement, c'est tout bénéfice de polluer. Alors, on est face à deux choses. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas de taxe sur le... Non, pas du tout. On est face à des choses partielles. Non, je vous remercie vraiment parce que le fond du problème sur le plastique, on peut aller jusque-là. On peut aller... Si la fiscalité n'est pas orientée vers ce qui contribue tout le monde comprend bien en fait que... Tout le monde comprend bien... J'entends bien. Tout le monde comprend bien en fait qu'il y a un lobby économique derrière. On a entendu Nicolas Hulot qui parle de lobby. Le lobby, on le voit directement quand on essaie de faire émerger des nouveaux plastiques biodégradables. On est face à des pétrochimistes qui tiennent le pouvoir. Ces pétrochimistes-là, aujourd'hui, ils se rendent bien compte que le consommateur a envie d'autre chose. Ce qui se passait il y a 5 ans, et je vous assure, c'est pas des... Je ne suis pas en train d'idéaliser le truc. J'essaie de trouver le contrepoids de ça. Ce qui se passait il y a 5 ans, en fait, c'est qu'en fonction du prix du baril, en fonction du prix du pétrole, si le prix du pétrole est élevé, on va se dire peut-être qu'on va recycler. Ça vaut le coup. Si le prix du pétrole est bas, ça n'a aucun intérêt de recycler. La réflexion dans les industriels au niveau du recyclage, elle se faisait de manière complètement économique. Encore une fois, aujourd'hui, maintenant, ça fait 1 an ou 2 que les industriels viennent nous voir pour nous dire on veut des solutions parce que le consommateur ne veut plus nos produits. Et il veut autre chose. Donc ils anticipent, hein, ils sont pas bêtes, ils anticipent et ils nous demandent des projets à 4-5 ans, à dire dans 5 ans j'aimerais bien que mes produits en fait je puisse les vendre, parce qu'au bout d'un moment, vous, moi, on va commencer à choisir nos produits différemment. Alors c'est clair qu'il y a un lobby économique derrière, mais c'est clair que le consommateur a du pouvoir par rapport au choix du produit. Et qu'à partir du moment où on va se lancer, et ça commence à partir dans certains pays, des lignes entières qui disent zéro plastique, ben, il y a des gens qui vont acheter ça. Voilà, parce qu'ils ont une conscience écologique. D'un autre côté, vous parliez de taxes. La première taxe qui est partie au gouvernement hier, c'est l'environnement, enfin c'est la taxe carbone sur le pétrole. Donc ça veut dire que l'environnement, c'est le premier truc qu'on enlève. D'accord ? Donc il faut jouer sur les deux en fait. Il ne faut pas se laisser abattre sous le fait qu'il y ait des lobbies et que c'est foutu et que c'est eux qui ont le pouvoir. Il y a aussi le pouvoir des consommateurs qui change et puis on le voit aujourd'hui. Donc je pense que la mobilisation est assez grande en fait. Tous les gens que je rencontre en fait sont assez passionnés par ce problème du plastique et ont vraiment envie de changer. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que simplement j'ai l'impression qu'on est dans une phase de transition où on va aller vers du mieux. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure à peu près ? Faut que je traîne trop. Je vais arrêter. Globalement en fait, je vous ai parlé je resterai après pour les questions parce que je veux me libérer aussi du jour. Globalement, pour dire une note un peu positive, je vous ai dit au départ, il y aura plus de plastique que de poissons en 2050. Aujourd'hui, le plastique, il y en a tellement que vous connaissez les aires géologiques, on peut les regarder dans les sédiments. Le marqueur de l'ère géologique actuelle, qui s'appelle l'anthropocène, c'est le plastique. L'objectif, c'est qu'en 2050, on arrête que ce plastique en fait, soit un marqueur de l'anthropocène. Donc c'est un peu le message qu'on est en train de passer vers les politiciens, vers les industriels, pour donner une date. Vous savez très bien qu'on ne tient jamais les dates, mais l'objectif, c'est de dire en 2050, on va essayer de changer les choses, et on espère en fait que tous les voyants sont ouverts aujourd'hui, on a envie de changer, donc on a envie d'aller vers ça.
Je suis désolé, je vais arrêter de prendre les questions. Je sais que vous en avez plein encore. Si vous voulez, on va en discuter entre nous derrière. Il faut que je vous libère, il faut que je libère la salle parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien rentrer chez vous. Merci beaucoup.